Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes nombreux aujourd'hui. On espère vous accueillir de plus en plus nombreux. Donc je suis et nous sommes ravis avec Anaïs d'accueillir aujourd'hui Dr Georges Mouton, qui va nous parler du thème de la génétique et de l'épigénétique. Donc bienvenue Georges. Bonsoir, merci. Merci d'être parmi nous. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Anaïs et moi, nous sommes les cofondatrices de Bien-être Auto-Immune, on aime bien dire BEAI, qui est un espace qu'on a créé pour accompagner les personnes atteintes de maladies auto-immunes vers plus de bien-être, en s'appuyant sur une approche naturelle, intégrative et fondée sur des principes de la médecine fonctionnelle. Donc, d'où le fait qu'on ait de plus en plus d'intervenants dans ce corps de métier-là. Et donc chez BEAI, on croit profondément qu'il y a une vraie amélioration durable de qualité de vie qui est possible pour les maladies auto-immunes. Et pour ça, on utilise certains outils, ou on éduque sur certains outils comme le protocole AIP, la nutrition individualisée, la gestion du stress, mode de vie et bien plus encore. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder le thème de la génétique et de l'épigénétique. Et donc l'objectif, c'est de vous donner les clés pour devenir acteur ou actrice de votre santé. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter parce que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations du mois prochain qui va arriver. Notamment, on a 2 webinaires par mois avec des intervenants de qualité, experts dans leur domaine. Vous allez avoir un accès exclusif à la bibliothèque de BEAI où on référence toutes nos adresses et nos pépites préférées. Vos accès aussi au e-book et puis toutes les actualités. On va se présenter rapidement. Je peux commencer comme ça, Anaïs, après tu prends la relève. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach AIP certifié. J'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2015, où j'ai été clouée au lit à la suite de ce, enfin, c'était pas à la suite de ce diagnostic, mais à la suite du début de mes symptômes, où j'ai passé 2 années très difficiles à devoir faire le deuil de ma vie, jusqu'à ce que je tombe dans la marmite de la médecine fonctionnelle en déménageant aux États-Unis où j'ai été suivie par un médecin fonctionnel et où j'ai vraiment découvert cette approche complètement différente où on nous permet d'être acteur de notre santé. On nous vole pas en fait notre devoir de prendre en charge notre santé. Donc j'ai mis en place beaucoup de choses, notamment la prise de compléments alimentaires. J'ai mis en place aussi le protocole AIP avec une approche de régulation du système nerveux et vraiment une approche 360 qui m'a permis de retrouver la rémission au bout de 4 ans de maladie, mais de poussée inflammatoire très intense. Depuis, je suis devenue maman de 2 enfants. Ça fait plus de 5 ans que je suis en rémission, sans symptômes et sans besoin de thérapie ou de médicaments. Et donc, je suis devenue, à la suite de ça, je me suis reconvertie en tant que nutrithérapeute et coach AIP, certifiée aussi en mycothérapie. Et je suis des personnes un petit peu partout dans le monde. Je me spécialise en santé intestinale parce que je pense que Georges va avoir beaucoup de choses à raconter là-dessus. Mais c'est vrai que les maladies auto-immunes prennent leur nid dans les maladies intestinales, dans la santé intestinale, pardon. Et donc, avec cette hyper-perméabilité intestinale qui se met en place et qui est un petit peu le début de tous les problèmes et qui va entretenir tous ces problèmes au niveau du système immunitaire. Voilà pour moi. Anaïs, je te laisse. Merci Laurent pour cette présentation. Pour faire rapidement, je m'appelle Anaïs, je suis praticienne naturopathe et en santé intégrative. De mon côté, j'ai déclenché plutôt la thyroïdite d'Hashimoto, des suites de stress chronique et aussi d'un choc émotionnel, même si j'avais quand même une mauvaise hygiène de vie avant tout cela. Et donc, je me suis retrouvée à plus pouvoir marcher, à vivre vraiment avec des symptômes assez handicapants. Et je me suis retrouvée à découvrir la naturopathie et la santé intégrative pour pouvoir me soigner. Et donc, c'était en 2019 et depuis, je vis très bien avec cette maladie. J'ai décidé ensuite, suite à cela, à me former en santé intégrative, en naturopathie, en psychogénéalogie. Donc, pour moi, qui fait beaucoup de parallèles avec aussi les transmissions transgénérationnelles et également en yoga. Pour moi, la clé de la santé, c'est de soutenir sa santé intestinale et aussi de pouvoir équilibrer son système nerveux. Et aujourd'hui, je suis surtout axée sur de l'accompagnement en entreprise et le développement de projets santé comme celui de bien-être auto-immune. Super, merci. Et donc,
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Georges Mouton, qui est un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle, avec une expertise pointue en nutrition, notamment en génomique et en épigénétique aussi. Il a une approche très personnalisée de la santé et de l'alimentation en s'appuyant sur les données génétiques de chacun pour adapter au mieux ses recommandations. Est-ce que pour l'instant, je suis bon, Georges? Ah, mais en plus, je lis avec intérêt et curiosité. Oui, je ne sais pas d'où vous avez sorti ça, c'est pas mal. C'est C'est moi, pas enfin, mal c'est nous, fait. on l'a écrit. Hein. Je vais faire une copie d'écran parce Bah, qu'on me allez, demande tout le temps d'écrire ce machin-là et j'ai ça en horreur. Je ouais, déteste quand on me dit, ah, il faut vous présenter. je Ben comprends. voilà, c'est Je fait. sais, Sauf que médecin belge, mais c'est quand même plus compliqué que ça. oui. Belge, certes, c'est ma nationalité, mon passeport est belge. Sauf que je vis au Luxembourg. Je suis là au milieu de nulle part, dans le nord du Luxembourg, pas loin de l'Allemagne, pas très loin de la Belgique, sur la pointe nord du Luxembourg, donc dans une zone très boisée, très, très sauvage. Et je suis né à Haïti, donc je fais un peu concurrence à Anaïs. De l'autre côté du bout du monde, oui. Oui, mais faut équilibrer, hein, parce que bon, l'Oran, c'est un peu bon, oui, ça n'a rien d'exotique. Je nous trouve plus exotiques que vous, mais C'est sûr. c'est Bah, pas le moi, sujet. Donc, merci pour cette petite présentation qui bien me sûr. convient. Bien sûr. Et j'ai pas fini. Je voulais rajouter quand même, pour parler de votre livre. Donc, docteur Georges Mouton est aussi l'auteur du livre Je mange selon mes génotypes. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui et faire le lien évidemment hein, avec le thème d'aujourd'hui, où il explique comment notre ADN ou notre génétique peut influencer notre façon de nous alimenter et de prendre soin de notre santé. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir. Ben, merci d'avoir pensé à moi pour parler d'un sujet qui m'est cher, parce qu'en réalité, je crois que si je devais ramener mon travail clinique, parce que moi je suis un clinicien, je ne suis pas un Mm. chercheur, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un journaliste. Bon, j'ai écrit 7 livres, mais il m'a fallu 25 ans pour le faire, donc c'est pas que j'en sors tout le temps. Peut-être que le plus intéressant, c'est pas le dernier, mais évidemment, il a son rôle. Mais en réalité, le livre pionnier pour la santé intestinale, il est là quelque part dans mon armoire, c'est Écosystème intestinal et Mhm. santé optimale, que j'ai écrit entre 2000 et 2002, puis bon, fin 2002, puis finalement, il a un copyright de 2004, le temps de mettre ça en route. C'est quand même 512 pages, il y a près de 1400 études PubMed de l'époque. C'est tous les fondamentaux. Et si vous voulez, déjà dans ce livre, il y a déjà le principe fondateur que j'ai utilisé pendant le quart de siècle qui s'est écoulé depuis que j'ai commencé à l'écrire pour aider les patients auto-immuns. Je crois que j'ai attiré plus de patients auto-immuns dans ma carrière. Bon, on parle quand même de quelques milliers de patients parce que ça fait quand même 40 ans de carrière. Mhm. Peut-être pas 40 ans de médecine fonctionnelle, mais quasiment 30. Avant, c'était de la médecine du sport et l'une s'est fondue dans l'autre. Mais donc, j'ai attiré des milliers et des milliers de patients auto-immuns. Et honnêtement, je crois que c'est là que j'ai mes meilleurs résultats. Et j'ai pu en aider beaucoup. J'ai pu en guérir quand même pas mal des cas qui étaient réputés plutôt inguérissables, dont certains vraiment très, très surprenants, qui surprenaient leurs médecins spécialistes, hein, leurs rhumatologues ou leurs internistes respectifs. J'ai toujours voulu travailler en collaboration avec les médecins conventionnels parce que les maladies auto-immunes graves, je crois que c'est un peu prétentieux de prétendre que en médecine intégrative, enfin le côté naturel suffit, donc intégrative, parce qu'il faut aller chercher évidemment les traitements conventionnels contre lesquels je me suis jamais vraiment battu. J'ai plutôt eu une activité de traitement complémentaire, mais parfois en gagnant la partie alors que les traitements conventionnels n'arrivaient pas à grand-chose. Et alors, juste pour en finir avec ces prémices,
Je crois que la preuve que cette efficacité sur les maladies auto-immunes a été reconnue, c'est que j'ai attiré tellement de sclérose en plaques, de SEP, à Londres, dont beaucoup venaient du nord parce que l'altitude est élevée, hein, peu de vitamine D, le lien est fort. Et donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus de patients qui venaient d'Écosse et en particulier des Shetland. Vous voyez, ces îles au milieu de nulle part, très très au nord. Je suis née là-bas, hein, Georges. Je suis née en Écosse, moi. Donc, je vous fais un peu compétition. Ah, oui, c'est ça. Bon, genre, on en a trop, on s'est trop vanté avec bon, les pays un peu exotiques. Ben, finalement, c'est exotique aussi, hein. Je crois que si on relie nos 3 points et qu'on fait un triangle, Il y a de quoi euh, faire. ça serait pas mal. Mais bon, les Shetland, c'était particulier. Alors, je vous parle des Shetland il y a 15 20 ans. Il n'y avait pas toute cette industrie du pétrole et du gaz, donc c'était financièrement difficile pour eux. Il en venait tellement, et c'était tellement cher pour eux, parce que pour les communications, c'est pas évident pour eux de descendre sur Londres. Alors ils en profitaient pour aller voir Buckingham Palace, on est bien d'accord, mais qu'ils n'avaient pas toujours tous vu, hein. Donc, ça faisait un peu voyage touristique en même temps. Mais enfin, bon, il se saignait à blanc. Je lui ai dit, écoutez, gardez votre argent pour les soins, pour les tests, pour vous occuper de vous. Moi, je vais au Shetland. Et là, des souvenirs extraordinaires. J'y allais tous les étés pendant pas mal d'années. Mhm. Et c'est un souvenir vraiment unique. C'est des endroits particuliers. Le seul souci, c'est que les avions qui vont au Shetland ne veulent pas prendre le petit Goliath Ah bah oui. C'est des petits, qui, c'est des petits qui n'était coucous pas là-bas. là au début, mais sur la fin, il était déjà là parce qu'il est dans sa 16e année. Et donc, tout le monde voulait le voir, ne serait-ce qu'une fois. Moi, je voulais avoir ce magnifique séjour avec lui, ne serait-ce qu'une fois. Donc, j'ai dû y aller en voiture. Donc, je suis allé et revenu en voiture avec je ne sais plus combien de ferries. On a fait Ouais. l'Écosse. On a un voyage, peut-être mon plus beau voyage. Vous voyez? Ah bah ça me fait plaisir, hein. Moi aussi, ça fait partie de ce que vu que j'y ai vécu, on faisait beaucoup de voyages dans les terres et sur les îles. Et ça... Bon, l'avantage, c'est que c'est pas un très grand pays. Donc on a quand même parcouru tout le pays assez rapidement. Et il y a beaucoup, beaucoup de sclérose en plaques et de maladies auto-immunes qu'on Ouais. rapporte d'ailleurs à la latitude fort élevée. Ouais. Et probablement que derrière ça, il y a aussi quand même la diète écossaise qui s'améliore de nos jours, mais qui n'a pas toujours été Oui. idéale, hein, on va dire ça. Qui est même abominable. Oui, en effet. Avec Osez. le fish and chips et le Iron Brew. Ouais. Mais Euh, vous savez, la grande, le plat, enfin, c'est pas un plat, mais le snack le plus désirable pour un Écossais, c'est une barre Mars, oui, Mars, la marque Mars, je sais très bien ce que vous et allez dans une friteuse. Donc, comme une frite, mais avec une barre de Mars. dire. Ouais. Attention, ça a l'air fake, mais je vous garantis Non, bien non, que. mais c'est tout à fait vrai. En sortant, surtout en sortant de boîte de nuit, il y a beaucoup de petits stands comme ça. Oui, hein, oui. Bon, on va pas rentrer dans tout ça, mais oui, Anaïs fait pas cette tête, c'est une vraie, c'est un vrai aliment, c'est atroce. On peut même pas imaginer ce qu'on trouve en Non, Écosse. mais on est déjà sur le sujet, parce qu'en Oui, réalité, pour lutter contre l'auto-immunité, il faut un bon intestin, et pour avoir un bon intestin, il faut une diète valable. voilà. Mais on en a un peu parlé dans nos échauffements, hein, dans nos discussions d'avant webinaire. Euh, Moi, je crois beaucoup en une diète personnalisée parce que c'est ce qui permet évidemment d'aller chercher les spécificités de chacun. D'où d'ailleurs cette idée d'aller regarder aussi du côté de l'ADN, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment dans mon tout premier livre. Il y a, bon, on ne connaissait même pas la génomique. En fait, vous utilisez le terme génétique, mais on parle de génomique. Donc ce sont des réglages de gènes qui varient d'une personne à l'autre. Et certains gènes, ceux que j'ai sélectionnés, mais il y en a certainement d'autres, je travaille sur d'autres d'ailleurs, mais qui ne me paraissent pas nécessairement aussi importants, aussi déterminants dans les choix alimentaires à faire,
ces gènes vont nécessairement permettre d'aller plus loin dans la personnalisation de la diète. Voilà. Donc peut-être qu'on peut commencer par une explication ou une définition de génétique et d'épigénétique ou de génomique. Et d'épigénétique parce qu'on balance un peu beaucoup ces mots en l'air là en ce moment et peut-être que pas tout le monde a compris en fait les nuances. Ben, disons qu'il y a aussi un peu de se montrer tendance. Ça, c'est le mot épigénétique parce que, figurez-vous que le mot épigénétique, moi, je ne l'utilise pas, ou Mhm. peu, mais je l'entends, hein. En réalité, pour moi, il y a la génétique. Ça, je crois que tout le monde comprend, ben, c'est ce fameux ADN, hein. Tout le monde connaît l'hélice à deux brins. Bon. Euh, donc ça, c'est la génétique. Au sein de la génétique, il y a évidemment beaucoup de variations génétiques qui partent dans deux directions tout à fait différentes. Certaines qui sont lourdes de conséquences, parfois rares, voire rarissimes. Tout ça, ce sont des maladies génétiques. Il y en Ouais, a des quantités industrielles qui sont rares. qui sont très rares, mais d'autres sont plus courantes. Vous avez des hémoglobines anormales. Euh, on nous l'a reparti dans les dom-toms, etc. En Méditerranée, il y a des hémoglobines anormales, des thalassémies, par exemple, c'est très courant. Elles ont même certains avantages parfois par rapport à certaines piqûres de moustiques et ça. Donc, tout ça, ce sont des maladies génétiques bon, qui relèvent quand même plutôt de spécialistes. Bon, même, bon, il y en a qui sont banales. L'hémochromatose, c'est une maladie qui débouche, maladie génétique, qui débouche sur la surcharge en fer, qui a des conséquences sérieuses hein, pour la santé, qui justifie, quand c'est le cas, de faire des saignées. Mais bon, là, on est un peu à la frontière, parce qu'en réalité, derrière ces maladies génétiques, il y a aussi des génotypes. C'est ce qu'on appelle des polymorphismes, des petites variantes. Parfois, il suffit d'un acide aminé qui change et les propriétés, évidemment, du gène, de l'enzyme qui découle du gène sont modifiées. Donc ça peut avoir de grandes conséquences, mais laissons la génétique et les maladies génétiques aux généticiens. C'est une spécialité très complexe. Par exemple, le conseil génétique, voilà, les parents, ils se demandent est-ce que il y a des risques que nous envisagions de concevoir parce que de mon côté et du côté de l'autre côté, il y a des problèmes. On va trouver, alors vous imaginez, c'est d'une complexité énorme, c'est pas du tout mon propos. Moi, c'est vraiment une affaire de médecin généraliste ou qui peut parfaitement être pris en charge par des nutritionnistes ou des naturopathes ou même il y a beaucoup d'ostéopathes ou de kinés qui aiment bien aussi un peu conseiller du côté nutritionnel parce que tout ça, évidemment, hein, est connexe. Et donc, c'est pas du tout très sophistiqué, c'est relativement simple. Ça peut être d'ailleurs avec une certaine motivation et une certaine curiosité, être complètement pris en charge par les patients eux-mêmes. Ça ne demande pas des compétences très médicales, parce que finalement, en général, alors, il y a des cas un peu plus compliqués, mais le cas typique, c'est que on parle donc d'un gène. Je crois qu'on comprend bien que tout gène possède, puisqu'il y a les deux brins d'ADN, on a toujours deux copies du gène, une qui vient du père, une qui vient de la mère. Bon, soyons bien clairs, on n'est jamais capable de dire quelle copie vient du père et quelle copie vient de la mère, ce qui évite les conflits familiaux, c'est très bien comme ça, hein. Ce qui est aussi une conséquence de ce que je suis en train d'écrire là, et ça tout le monde, enfin pas tout le monde, mais on fait très souvent l'erreur quand on détermine les génotypes et on va parler ici essentiellement de quatre génotypes. Le livre couvre quatre génotypes. Facile à expliquer, je vais faire ça rapidement. Mais donc, ces quatre génotypes, si quelqu'un les connaît, on me demande, ah, est-ce que mes frères et sœurs auront les mêmes? Ben non. Ben non, parce que qui nous dit quelle copie on a hérité du père et de la mère? Alors, ça pourrait être les mêmes. Bon, il y a quand même des chances qu'il y ait des différences, parce que pourquoi est-ce qu'on hériterait toujours de la même copie?
Ouais. Le seul cas de figure où ce sera les mêmes, c'est si les parents ont le même, le même génotype fois 2, c'est-à-dire, pour utiliser le mot quand même qui convient, c'est homozygote, c'est-à-dire Les deux deux fois allèles. deux fois le même allèle. On repère ça en général par une lettre. Donc vous avez deux fois la même lettre, Voilà. A, homozygote. Parfois, c'est AA, TT. Oui, alors ça, c'est quand on utilise les bases, et parfois les lettres correspondent aux acides aminés. Et là, il y en a 22. Donc il y a presque toutes les lettres de l'alphabet. Ce que vous citez là, c'est quand on utilise les bases. Il y a plusieurs manières de coder tout ça. C'est assez embrouillé. Mhm. Malheureusement, il n'y a pas une règle internationale rigide qui clarifie tout ça. Donc il faut un petit peu euh, se renseigner, mais en fait, quand vous avez deux fois la même lettre, c'est homozygote. Si vous avez deux lettres différentes, parfois les gens me disent, mais c'est quoi ces deux lettres? Est-ce que c'est homozygote ou hétérozygote? Je dis, écoutez, si vous avez deux lettres différentes, c'est forcément hétérozygote. Ça veut dire qu'on n'a pas la même version du père et de la mère. Parce que pour Évidemment, faire simple, on s'en fiche des lettres. Ce mais qu'il oui, faut comprendre, c'est... ce qui compte, c'est d'avoir la conclusion. Voilà. Est-ce que ce génotype et alors, homozygote ou hétérozygote, mais bon, il y a deux homozygotes différents parce que l'hétérozygote, c'est une lettre de chaque côté et les deux homozygotes, ben, c'est deux fois la même lettre, mais une des deux lettres. Et Ouais. puis alors, on peut avoir deux fois la même lettre, mais c'est l'autre lettre. Voilà. Donc, en général, c'est ça. Il y a trois cas de figure. Il y a un homozygote d'un côté, un homozygote de l'autre et un mélange. Alors, pour tout de suite aller droit dans le sujet, il y a quand même, euh, on pourrait même dire, trois des quatre génotypes que je présente dans le livre, qui sont tous déclinés d'une façon vraiment simple, mais qui m'est propre. Bon, je suis tout à fait original la façon dont j'ai voulu présenter ça, pour des raisons qui me semblent assez évidentes, et il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui embrayent, parce que finalement, c'est logique. C'est-à-dire que on peut les citer. Les trois génotypes dont je vais parler, c'est le DIO2, qui va beaucoup intéresser Anaïs parce que ça a un grand rôle dans la régulation thyroïdienne. C'est pas le sujet de ce soir, mais il se fait que le DIO2, qui est la déiodinase 2, DIO2, qui donc est l'enzyme actif dans la conversion des prohormones thyroïdiennes thyroxine T4, T4, 4 atomes d'iode, à convertir en T3, 3 atomes d'iode. Donc, il faut enlever un iode, déiodinase. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, je ne vais pas vous promener dans les autres déiodinases parce qu'il y a la 1 et la 3. Bon, ça peut quand même se compliquer, ce n'est pas le sujet. On est sur la déiodinase 2 qui convertit T4, prohormone thyroïdienne inactive très connue parce que c'est la thyroxine, c'est son nom, on va dire, de molécule, c'est la thyroxine. Et la T3, c'est la tyronine, qu'on utilise moins souvent. On dit souvent T3, mais c'est la tyronine. Tout ça avec des H, si ça ne vous dérange pas. Thyroxine, tyronine. À ne pas confondre avec la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé sans H, toujours avec euh, des Y quand même. Mais la tyrosine, il n'y a pas d'H. Mais ceci dit, on est proche du sujet parce que la tyrosine est un des deux constituants, c'est les seuls deux constituants avec l'iode de ces hormones thyroïdiennes. Donc en fait, les hormones thyroïdiennes sont faites de tyrosine et d'iode, clac, 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 Ouais. et vous avez T4 inactive parce que la T4 ne peut pas se fixer sur les récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Il faut enlever un iode, il faut encore enlever le bon, parce que parfois on enlève un autre et alors on part dans une autre direction. Ça, c'est la T3 reverse. De nouveau, ce n'est pas le sujet. Ouais. Et Je me donc, la permets, vraie T3, parce que la bonne. je me Oui. permets juste parce qu'on a des personnes qui nous regardent qui sont pas forcément des professionnels de la santé. Et je pense qu'ils doivent être un petit peu perdus dans toute la technicité de votre discours. Oublions, oublions la T3 reverse. Voilà. Euh, mais bon, il y a Anaïs là qui est là. Ah Pierre bah, Fond. c'est sûr qu'Anaïs, elle, elle comprend, hein. Mais, mais je vais être Ça Non, va être très mais, intéressant. non, mais bon, éventuellement, il faut oublier les subtilités, mais il faut quand même se rendre compte que cette activation des hormones thyroïdiennes
est quelque chose de fondamental dont on a besoin dans la suite du discours. Donc, si vous avez une DIE2 efficace, forte, vous allez facilement convertir. On va parler de conversion de T4 en T3. OK? Et donc, on revient sur le modèle de départ pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est ça la génomique. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué. Si vous avez deux copies, alors je vais tout de suite donner la réponse, deux copies ancestrales, comme les humains avaient il y a plus de 15 000 ans. Donc, dans le paléolithique, le mésolithique a commencé, on estime, il y a 15 000 ans. Ok. Au mésolithique, il y a eu un changement dans ce gène. Mhm. Avant, dans le paléolithique, aussi longtemps qu'on remonte, on n'a jamais trouvé que une DIE2 peu efficace, donc une DIE2 euh, que j'appelle ancestrale, parce que, bon, évidemment, c'est ce qu'il y avait avant. Mais le problème, c'est que quand vous avez les deux copies, les deux lettres, on ne va pas donner les lettres parce qu'elles varient d'un labo à l'autre. Très, très dangereux, ça. On va rester sur vraiment les principes. Deux copies ancestrales, une du père, une héritée de la mère. Mais vous n'êtes pas bon convertisseur. Vous êtes mauvais convertisseur. Et donc, vous avez du mal à faire de la T3. Et donc ça, c'est l'homozygote ancestral. Voilà. 13% de la population. C'est pas dominant, mais c'est pas rare. Non, Une c'est quand même personne important. très Et puis publique. du coup, quand on a cette compréhension-là, même si on fait que partie de ces 13%, on a du coup cette compréhension que bah, il faut faire attention, un petit peu plus attention peut-être à notre environnement ou en tout cas à notre alimentation ou d'autres choses pour venir soutenir la thyroïde. Oui, parce que la connexion avec l'alimentation, je vous la fais directement et je vous passe sur comment j'ai découvert ça il y a 3 ans par la mise au fait des études de paléogénomique. C'est d'ailleurs l'année, j'ai fait avant, mais c'est l'année où il y a eu le prix Nobel de médecine qui a été donné donc lui, c'est en général, les médecins s'étonnent de pourquoi a-t-on été donné le prix Nobel de médecine à de la paléogénomique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus futuristes, plus modernes à récompenser? Mais c'est tellement ça a des implications et dont on attend encore beaucoup de nouvelles découvertes dans le futur. Parce que ici, pour le DIE2, ben, on s'est rendu compte que finalement, cette évolution vers une meilleure conversion de T4 en T3 a commencé il y a 15 000 ans. Et elle est bien avancée parce que maintenant, il y a une majorité de gens qui convertissent soit en hétérozygote, soit totalement moderne, avec deux copies. Ça, c'est vraiment les meilleurs convertisseurs. Hmm. Et la corrélation avec l'alimentation est évidente. Les meilleurs convertisseurs sont mieux adaptés à l'alimentation du néolithique qui est beaucoup plus glucidique. Mhm. Parce que quand on mange glucidique, on a besoin de davantage de T3. Voilà, ça c'est un fait que les médecins euh, anti-âge, que les médecins bon, qui s'intéressent aux hormones thyroïdiennes, donc les médecins fonctionnels, peut-être pas tellement les endocrinologues pour tout vous dire, mais bon, certains sont évidemment plus ouverts que d'autres, mais il faut les trouver. Toujours est-il que quand on mange, à tel point que quand les gens mangent trop de glucides, et puis que subitement ils se disent, oulala, là là, je prends du poids, ça ne me convient pas, on les envoie plutôt du côté opposé, du côté cétogène, et s'ils prennent des hormones thyroïdiennes, ils doivent diminuer leur traitement. Hmm. Sinon, ils passent en hyperthyroïdie s'ils gardent le même traitement. Ouais. Ça, c'est clair. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'en réalité, il y a des gènes qui vont permettre à certaines personnes de mieux digérer les glucides, les lipides Voilà, ça c'est un autre. Ça ou c'est même le le suivant. lactose. Ça c'est l'amylase salivaire. Donc ici, si vous voulez, pour la DIE2, je crois que c'est quand même intéressant. Il y a tellement de problèmes thyroïdiens, il y a tellement de thyroïdite auto-immune parce que Ouais. moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes vraiment braqué là-dessus. Et c'est
prenez-le pour un compliment. Je crois que la maladie auto-immune la plus courante, c'est la thyroïdite de Hashimoto. Mhm. C'est le numéro un qu'on voit tout le temps. C'est énorme le nombre. Et alors, il y en a beaucoup qui sont méconnus. On ne teste pas les anticorps antithyroïdiens. Ou alors, il y a eu une maladie de Hashimoto. Ça démarre souvent dans l'adolescence, Ou en postpartum. même dans l'enfance, parfois, la deuxième partie de l'enfance. Ouais. Et alors, ça fait des dégâts, puis on retrouve des thyroïdes qui sont hypotrophiques, atrophiques, dont l'écogénéicité est perturbée, et puis il y a peut-être plus d'anticorps, mais au départ, c'est une maladie de Hashimoto. Donc, c'est très, très fréquent. Ouais. Donc, ça, c'est la DIE2, mais on avance pour l'amylase salivaire, qui est un autre génotype fondamental. Ben, là, c'est assez facile à comprendre, encore plus facile, parce que la connexion avec les hormones thyroïdiennes, etc., fallait-il encore savoir que quand on mange plus lipidique, on a besoin de moins de T3 ou plus glucidique, on a besoin de davantage de T3. Donc, il faut un peu tenir compte de ce génotype. Mais Mhm. celui de l'amylase salivaire, il tombe sous le sens. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a derrière mon livre parce que Quel est le gène derrière ça? alors c'est AMY1A. A, Voilà, M, je ne peux Y, pas A. faire A. mieux. D'accord. AMY1A. Les AMY2, les amylases pancréatiques. Mais chez l'humain, elles ne jouent pas le rôle prépondérant. Chez Ouais. l'humain, c'est l'amylase salivaire. Et donc, il faut marcher, parce que sinon, ça ne sert à rien de s'intéresser à votre amylase salivaire si vous engouffrez du riz ou des nouilles ou de la mie de Ouais. pain sans marcher, c'est foutu. C'est les Mais personnes qui sont porteurs de ce polymorphisme qui vont avoir tendance à moins bien assimiler les lipides. C'est ça? donc l'amylase est l'enzyme dans la salive qui digère les amidons, Oui, mais donc ces hein, personnes, donc des féculents, des glucides complexes, les amidons. Et alors, pour tout de suite être sur la bonne longueur d'onde, parce que vous avez dit, Laurent, polymorphisme. Bon, les polymorphismes, si vous voulez, c'est ce qu'on rencontre dans 98% des cas, mais l'amylase salivaire fait exception. ah, ok, Hein, quand on est, même à l'école primaire, on apprend les exceptions, hein, quand on commence à apprendre bien sûr. à lire, écrire, à conjuguer. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait des exceptions. Et l'amylase salivaire fait exception, mais ça la rend très facile à comprendre parce que d'une personne à l'autre, vous avez un plus ou moins grand nombre de copies de ce gène. Ce n'est pas un gène qui varie, donc les variations génétiques de l'amylase salivaire ne s'expriment pas sous forme d'un enzyme plus performant, comme la DIE2 moderne, ou Ouais. moins performant, comme la DIE2 ancestrale. Non, ça s'exprime sous forme d'un plus grand nombre de copies du gène. C'est un gène qui n'est pas plus fort ou moins fort, il est présent Mhm. plus ou moins. Mais pour être sûr d'avoir bien compris, donc plus on a de copies de ce gène, mieux on va digérer les amidons ou mieux. Oui, 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 D'accord. oui, 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 parce que c'est ça le rôle de l'amylase, hein. Et donc quand on a plus de copies de ce gène, vous allez plutôt inciter vers un régime plutôt lipidique. Ben, en tout cas, on saura que si on n'a pas assez de copies de ce gène, on n'a pas la capacité de digérer une grosse portion d'amidon, en tout cas dans un même service, sur une même assiette. Bon, on peut Mhm. répéter éventuellement sur d'autres repas ou sur ajouter un encas si on veut augmenter ses glucides, par exemple chez les sportifs, etc. Bon, il faut peut-être tempérer l'affaire, mais si on dépasse la quantité de glucides qu'on est capable de digérer, toujours en disant qu'on doit absolument marcher et bien faire venir la salive, parce que c'est dans la salive, je ne sais pas si vous avez compris que c'est dans la salive qu'il y a l'amylase salivaire. Et oh, ceux qui sont en train de s'endormir, parce que c'est trop technique, hein. Dans la salive, figurez-vous qu'il y a de l'amylase salivaire. Donc, il faut saliver, il ne faut pas manger en courant ou sur un coin de table, et il faut bien marcher. Mais, qui êtes-vous, vous là, qui êtes en train de vous poser des questions? Est-ce que vous êtes un être humain
comme ça, je n'ai pas des un, une, etc., qui a le nombre minimum de copies, c'est-à-dire deux. Personne n'a une copie, je vous rassure. C'est minimum deux. Mais certains et certaines ont jusque 20 copies. Alors le livre dit 18, mais depuis, il y a eu des très grands articles dans des très très grandes revues, les plus grandes revues mondiales sur le sujet, ce qui m'a vraiment plu et honoré, je trouve. Enfin, ça m'a vraiment enthousiasmé, parce que c'est très très bons articles. Et finalement, on a trouvé récemment des individus assez exceptionnels, mais qui avaient 20 copies. Donc, deux copies ou 20 copies, ou entre les deux. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc vous avez jusque 10 fois plus de capacité de digérer les amidons. Et donc ceux-là, quand on prétend que tout le monde doit manger cétogène, ben, je suis désolé, mais ça, c'est des gens qui sont parfaitement adaptés au néolithique. Mhm. C'est le néolithique qui a amené ça. On sait, toujours par ces études auxquelles je me référais, que sur les 12 derniers millénaires, la moyenne du nombre de copies chez les humains a augmenté de 3. Donc c'est en train d'augmenter. Oui, ok. Et Donc, on comment est est-ce que de je moins en suis venu moins là? adapté à ce régime cétogène. Ce qui est tout à fait miraculeux, c'est que je suis venu sur ce sujet-là qui n'a l'air d'intéresser personne, parce que toutes les études sur l'amylase salivaire ont toujours porté sur la perte de poids et les régimes hyperglucidiques, etc. Donc personne n'était sur les choix alimentaires, en fait, avec cette histoire d'amylase salivaire, alors que c'est tout à fait évident. Et ce qui m'a amené là, ben, c'est le petit Goliath, Mm. ou en tout cas ses collègues totalement hors service, parce que bon, on a quand même bien était actif toute la journée. Donc là, il récupère, puis il n'est pas tout jeune, hein, il a 16 ans. C'est Et sûr. donc, les chiens, si vous voulez, qui ont suivi les humains dans cette révolution néolithique, ont jusque 30 copies, alors que les loups et les loups modernes, les loups d'aujourd'hui, ont toujours gardé deux copies. On sait que les chiens viennent des loups. Donc, les chiens qui ont accompagné les humains à travers toute cette, et la nourriture des humains, qui évidemment, c'est de plus en plus démarquée de celle des loups, qui sont de purs carnivores. Donc voilà, tout ça évolue. Et donc pour l'amylase, mais évidemment, vous avez des amylases modernes, homozygotes modernes, deux copies modernes, des amylases ancestrales et des hétérozygotes, avec une lettre de chaque côté, qui sont donc forcément dans un nombre de copies intermédiaires. Vous voyez. Ok. Et Ça, il y a pour des applications logiques sur ce qu'on doit manger ou pas. Ok, donc ça, on a bien compris pour tout ce qui est amylase ou en tout cas digestion des glucides. Pour ce qui est de vraiment faire un zoom sur les maladies auto-immunes. Donc, est-ce qu'il y a des gènes en particulier qu'on devrait peut-être faire tester ou mieux comprendre dans le cadre de maladies auto-immunes? Ça peut être général, ça peut être aussi précis. Oui, mais alors on va peut-être très rapidement, parce que ça c'est bien connu, passer sur le troisième et dernier génotype sur quatre, qui est lui aussi moderne ou ancestral ou hétérozygote. Ben, c'est la tolérance au lactose. OK? Ouais. Donc, on considère que la tolérance au lactose a commencé à se répandre il y a 7, 8, 9 000 ans. Il y a plusieurs gènes possibles. Donc, il y a des tolérances au lactose qui sont apparues aussi en Afrique. Ce n'est pas les mêmes que celles qui sont apparues en Eurasie, hein. Ce qui domine aujourd'hui, ça reste l'intolérance au lactose au niveau mondial. Mhm. Bon. A priori, de par vos origines, on pourrait soupçonner que Laurane est tolérante et qu'Anaïs ne l'est pas, mais je ne garantirai pas, parce qu'il faut tester, il y a plein d'exceptions, encore une fois. Bah, Et je dois donc, dire que la caséine pose presque plus de problèmes, je trouve, aujourd'hui parmi la oui, population mais, lactose. Et oui, moi, mon oui, problème, c'est la caséine. oui, mais voilà, c'est pas parce qu'on est tolérant au lactose qu'on va tolérer les laitages, parce qu'il y a le Voilà, problème des protéines. Il n'y a exact. pas que la caséine, il y a la bêta-lactoglobuline qui pose quand même aussi des problèmes chez certains. Bon, c'est vrai que la caséine est quand même grosse source d'allergie au laitage. Donc tout ça, il faut décliner, mais il faut quand même savoir si vous êtes tolérant au lactose ou pas, parce que peut-être pour revenir sur quelque chose de plus général, fermer des portes, interdire des trucs. Oui, c'est ça, les protocoles un peu trop extensifs, on passe ça, pas ci, pas là, parce que ça pourrait. Donc non. Ah oui, mais ça pourrait. Donc non. Oui, mais minute. Si vous êtes tolérant au lactose, il n'y a pas vous pourriez très bien être tolérante au lactose et tolérante à la bêta-lactoglobuline, c'est difficile à dire,
Vous pouvez manger de la ricotta, la vraie ricotta italienne authentique qui n'est pas ajoutée de crème, convient parfaitement à ceux qui ne réagissent pas de manière immunitaire vis-à-vis de la bêta-lactoglobuline et qui sont tolérants au lactose parce qu'il y a du lactose dans la ricotta. Ouais, Et donc, il ne faut pas enlever tout. Vous voyez, il faut quand même essayer de garder quand on peut parce que c'est trop facile, ça. ouais. C'est la folie de l'interdiction. Mais moi, bon, l'interdiction trop enthousiaste, c'est aussi un peu, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais enfin, je le dis quand même, comme vous pouvez voir, une prise de pouvoir du thérapeute qui est là, ah non, 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 ah non, surtout pas. Bon, non, soyons quand même précis parce que la personnalisation permet de garder des portes ouvertes. Bah justement, comment ils peuvent faire cette personnalisation? Où est-ce que les gens ils peuvent trouver ce genre de test? Alors, moi, je sais que j'ai accès à certains tests et en vrai, j'avais la chance de complètement par hasard, et c'est pas forcément une chance parce que maintenant, vu comment sont stockées les données, c'est pas une super chose, mais j'avais fait 23andMe. J'habitais aux États-unis, c'était Oui, très donc, cool. voilà, Donc, vous savez, j'ai enfin, tout mon génome et j'ai pas pu facile à, l'analyser. pas facile à extirper, mais il peut y avoir J'ai réussi. des- Ouais, c'est pas facile, Et, hein. Il faut récupérer bon, la data. donc, Comment quelqu'un peut trouver? ces quatre génotypes. Mais Laurent, si on parlait quand même du quatrième génotype, et puis alors on dit comment on les teste. Ça marche. Bon, alors le quatrième génotype, c'est la réponse à votre passerelle que vous vouliez m'envoyer vers les maladies auto-immunes. Bon, bien qu'on y soit déjà, hein, parce que si vos intestins sont soumis Pas de à la lactose. bouffe opposée à celle que vous devriez manger. Je ne dis pas que tout ça va nécessairement créer des maladies auto-immunes, mais je pense que beaucoup parmi ceux qui nous écoutent en ont une ou sont proches de gens qui en ont une. Mais ceux-là ont des intestins sans dessus-dessous, et là, il faut essayer de remettre quand même les choses en ordre. C'est là que les génotypes peuvent les aider à se dépatouiller, à remettre les intestins à flot peut-être avec des pistes auxquelles personne n'avait songé avant. Hmm. Mais évidemment, le principal, et si on n'en fait qu'un, pour des raisons par exemple budgétaires, on peut très bien dire, bon, ben moi j'ai un budget pour faire un génotype, c'est-à-dire j'ai 60 euros, hein, 50-60 euros, je n'en fais qu'un, ben, c'est le seul dont je n'ai pas parlé, mais c'est très logique, je fais toujours les choses à l'envers. C'est l'APOE, petit a, petit p, petit o, e majuscule. Si on veut écrire ça, faire un peu le connaisseur, vous voyez, bonne discussion autour d'une dinde le jour de Pâques. Enfin, je ne sais pas si vous avez des dindes le jour de Pâques. Bon, les végétariens, évidemment, ne vont pas aimer. Et donc, ApoE. Ah, ben, et toi, ton ApoE, c'est quoi? C'est quand même le génotype fondamental pour orienter les diètes. Pourquoi? Parce que cet ApoE joue un rôle majeur, gigantesque. C'est tellement complexe que moi, je ne capte qu'une partie. Et je ne prétends pas vouloir capter plus parce que ce n'est pas quelque chose que je dois utiliser, mais c'est un sujet très vaste. C'est tout ce qui est transport et donc gestion, digestion des graisses. Ok. Donc, il y a trois ApoE. Alors là, bon, c'est pas le modèle de départ que j'avais dit simple. C'est pas vraiment ancestral moderne, hein. Parce pour finir avec le lactose, on va dire que ceux qui sont tolérants au lactose, mais ils sont modernes. Et ceux qui ne sont pas tolérants au lactose, ben, ils sont ancestraux, ils ont des gènes que les humains ont toujours eu avant les 8-9 derniers millénaires. Et là, pour eux, bon, alors il y en a qui ont envie de dire des trucs ancestraux. Moi, je suis quand je ne mets pas de l'ancestral ou du moderne sur la POE parce que faut pas trop vite s'avancer. C'est vrai que les grands singes sont à POE 4 et que chez les humains, il y a E4, E3 et E2. Avec évidemment la complication que comme on a deux parents, je vous apprends rien, mais il y a forcément des mélanges dans tout ça. Vous avez toutes les combinaisons possibles. Alors, je vous dis tout de suite que la version de loin la plus fréquente, parce que c'est trois quarts de la population dans cette partie du monde, c'est pas vrai partout, mais enfin, là où les gens vont nous écouter, en général, c'est trois quarts de la population est E3. E3, E3, E3 du père, E3 de la mère. Donc ça, c'est, si vous voulez, le génotype ApoE de référence. Et cela signifie quoi? Mais qui a un génotype qui est quand même plutôt accueillant pour les graisses
et qui donc contredit complètement le dogme moderne, la pyramide alimentaire totalement faite, créée de toutes pièces, comme quoi la base de la pyramide alimentaire, ben, ce sont les glucides. Ouais. Ça repose sur rien, c'est une invention si pas du diable, mais en tout cas de ces envoyés sur Terre qui sont l'industrie agroalimentaire qui était déjà à la manœuvre il y a 40 ans ou plus. Donc en réalité, quand même, beaucoup de gens mangent trop glucidique puisque la plupart de ces gens sont en peau E3. Alors où ça se corse, c'est que trois quarts E3 au milieu. Alors vous avez 20%. Chez nous, de nouveau, il y a des variations très fortes d'un continent à l'autre, mais bon, on ne va pas trop compliquer les choses. 20% sont E4. Et Mhm. là, le 4, bon, c'est toujours un peu ennuyeux de savoir qu'on est E4 parce que ça augmente le risque de la maladie d'Alzheimer, ça augmente le risque de neurodégénérescence. Mais quand on le sait, on prend des mesures alimentaires qu'on ne va pas commencer à déballer aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout votre sujet, mais enfin, c'est bon de savoir que ça existe et qui vont très nettement réduire le risque. Moi, j'ai envie de dire, si on inclut ça dans toute une stratégie, éliminer le risque. Moi, mes patients E4, ils ne deviennent pas Alzheimer. Je vous parle quand même maintenant avec Mhm. euh, de nombreuses années de recul chez des patients âgés. Bon. Ouais. Est-ce que c'est Donc, cette variante-là qui a un impact sur le système immunitaire aussi? Sur le système immunitaire inné, il me semble qu'il y a une variante de ApoE qui est... il y a- bah, c'est compliqué. Il y a plein d'appos quelque chose. L'apo 4 a des conséquences quand même multiples. Hein. Ce n'est pas que la neurodégénérescence, enfin, un risque accru de neurodégénérescence. C'est un risque, hein. Ce n'est pas du tout déterminé. Les gènes, c'est jamais que quelque chose qui est minoritaire. Hein. À côté des gènes, parce qu'on n'a pas fini l'explication, mais bon, il faut absolument qu'on le fasse avant d'oublier. On l'a déjà un peu oublié, à vrai dire. C'est que à côté des gènes, c'est tout ce qu'on fait autour, ce que vous travaillez énormément. J'ai bien compris ça de par vos présentations qui est ben, l'hygiène de vie, la gestion du stress, le sommeil, le sport et évidemment l'alimentation. Mais tout ça, c'est l'épigénétique. C'est pour ça, moi, le terme épigénétique, à part que ça fait... Épigénétique, Plus c'est tout ce qui l'environnement. va modifier l'expression des gènes. Voilà. La génomique n'a rien à voir avec l'épigénétique. La génomique, on ne sait pas modifier le génotype avec de l'épigénétique. Mhm. Le génotype, il est là. C'est pour ça qu'on peut le tester. Une fois qu'on connaît son génotype, on peut marcher sur les mains et avaler des grenouilles par pleine lune, hein, uniquement lors des pleines lunes, et peut-être lors des solstices. Vous n'allez pas changer votre génotype. L'épigénétique ne va rien changer à ça. Ok. Donc, Non, mais l'épigénétique va faire en sorte que les gènes vont être activés ou non. mais On est c'est d'accord. là que la diète des ApoE4 joue un rôle énorme Voilà. et ils doivent faire attention, notamment aux graisses saturées, au cholestérol pour Ouais, diminuer les risques. Il n'y a pas que ça, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a le super. sport, bon, il y a plein de trucs pour prévenir l'Alzheimer. Tout ça, c'est épigénétique. Mais Et la l'ApoE4, génomique? vous l'avez, c'est votre génotype Ouais. si vous êtes ApoE4. Si vous êtes ApoE4 d'un parent. Bon, ben, le risque est triplé, ce n'est pas tout à fait anodin, hein, le risque est triplé. Mais évidemment, c'est plus compliqué quand on est à APOE4 des deux côtés, où là, le risque est multiplié par 12 ou 15. Mais de nouveau, pas de panique, on s'adapte. Et alors, Ce n'est pas une c'est un fatalité. grand temps de dire, j'ai beaucoup parlé de maladies neurodégénératives, ça joue aussi sur le Parkinson, donc ce n'est pas que l'Alzheimer, hein, Mhm. mais aussi sur les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est tout un problème qu'on a tout intérêt à connaître. Mhm. Maintenant, pour revenir un peu plus proche de votre sujet, n'oublions pas les 5, voire un peu plus de 5, parce que ça dépend de nouveau des régions, pourcent de l'autre côté qui sont les ApoE2. Alors là, c'est vraiment à l'inverse des ApoE4. C'est désirable. On est quasiment protégé de ces neurodégénérescences. On a une bien meilleure santé cardiovasculaire
sauf si on fait vraiment n'importe quoi, mais on part avec de meilleurs atouts. Et c'est aussi un gène de longévité. Les ApoE2, statistiquement en tout cas, vivent plus longtemps. Bon, maintenant, d'une personne à l'autre, évidemment, il y a quand même beaucoup de choses qui jouent. Donc, les ApoE2 sont très désirables, mais pour que les ApoE2 euh, fonctionnent bien et même très bien, parce qu'ils ont cette capacité-là, ils doivent manger très lipidique, je vais oser dire plutôt cétogène. Les ApoE2 devraient manger cétogène ou quelque chose d'approchant, que parfois je nomme proto-cétogène, qui est tout à fait, comment dire, iconoclaste, mais bon, enfin, je me comprends. Donc, pas nécessairement avec une obsession de vérifier sa cétose, mais donc des diètes very high fat, très hautes en graisse. Et Voilà. si on ne le fait pas, les intestins, ça va être carnage, parce que les ApoE2, hein, qui grossissent en mangeant des glucides, qui maigrissent en mangeant des lipides, parce que c'est ce qui leur convient, et qui commencent à s'enrober quand ils sont ados, et à qui on commence à dire, oh, tiens, tu prends où? Et tu deviens gras, arrête un peu de manger du gras. Donc, c'est terminé, là. Ils sont condamnés parce qu'ils vont constamment aller dans la mauvaise direction. Ils vont avoir peur du gras pour ne pas devenir gros. Et en réalité, ils s'enfoncent dans un... Si vous voulez, les apoeux, c'est souvent des gens en errance. Il y a souvent des cataclysmes médicaux parce que personne n'a compris le principe fondateur de leur diète. Et ça, c'est intéressant pour vous parce que, bon, vous faites plein de webinaires, 2 par mois, j'ai appris tout à l'heure, ce qui est bien, c'est dur, c'est beaucoup. Et donc, vous n'avez certainement pas beaucoup d'intervenants qui vous disent ça. Mais moi, je vous dis, si vous êtes dans les 5, peut-être 5 à 10% d'ApoE2 et que vous ne le savez pas et que vous vous débattez avec une maladie auto-immune et que les résultats ne sont pas probants avec vos protocoles, etc., eh bien, il serait grand temps de vous rendre compte que vous êtes différent des autres. Différent, mais dans le bon sens. Mhm. L'analogie que je donne, c'est que M. Vietti est très grand. Alors, évidemment, bon, il y a des sports où ça aide, mais hein, si vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle le basketball, mais enfin, notamment. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est adapté pour vous. Vous ne savez pas vous asseoir en dessous d'une table, un bus, un avion, oui, les sièges arrière d'une bagnole. Enfin, bon, il n'y a rien qui correspond à votre gabarit. Vous voyez? En fait, Donc, presque, il y a tout intérêt à faire ce test en amont de tout. oui, On demande oui, souvent quel est le test le plus important. Il y a un gros test ApoE, qu'on peut faire pour les ApoE, maladies auto-immunes. Oui, APO ApoE. peut dire juste une base génétique, pas que APOE, j'imagine. Oui, si on peut faire les 4 qu'il y a dans le livre, c'est encore mieux. Ouais. Mais en tout cas, l'ApoE est le plus important. Et puis bon, on peut, parce que forcément, selon l'apport des autres, vous pouvez un peu modifier le curseur d'un côté ou de l'autre. Mais il y a quand même chez les gens à qui on veut donner des instructions nutritionnelles modernes, on est en 2025, ne pas tenir compte de la poche. Les autres, à la limite, ça devient un peu un luxe. Il faut aussi peut-être un peu d'aide ou en tout cas un peu de moyens, mais un APOE, 60 euros. Bon, Mhm. alors, si vous voulez, en France, on est mal loti parce que, Dieu sait pourquoi, l'État limite l'accès au génotype. Bon, ça paraît assez aberrant qu'on ne puisse Ouais. même pas connaître son génotype parce que c'est quand même le vôtre. Ça n'appartient ni à votre médecin, ni à, ni à un acteur du gouvernement. Mais bon, enfin, voilà, ça c'est la France, mais vous pouvez vous faire tester dans tous les pays avoisinants. En Belgique, on fait énormément, évidemment, tout ça, puisque la médecine fonctionnelle y est très en avance sur ce qui se fait en France. Et alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, comme je vois vos curriculum vitae à toutes les deux, vous pouvez toutes les deux prescrire des génotypes. Oui, oui, moi je le fais. Vous pouvez prescrire des génotypes. Alors, il faut encore que les gens les payent, mais ça n'a pas l'obligation d'être prescrit par un médecin. Vous pouvez prescrire ça en tant que professionnel de la santé. Il faut un numéro voilà, de registration, bon, Faut pas. juste un compte avec un labo, mais Oui, 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 DNA Life, on peut le faire oui, facilement. il y a de plus en plus de labos qui le font. Écoutez, ce sont des périodes de transition. Tout ça va vite devenir un combat d'arrière-garde. Ouais. Euh, il ne faudra pas longtemps pour que la France réautorise les génotypes parce qu'on ne peut pas empêcher
je vais même pas dire le progrès, on ne peut pas bloquer quelque chose d'aussi fondamental. Ouais. Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. C'est cette peur que les gens paniquent parce qu'on leur dit à POE4, vous êtes condamnés, vous allez avoir l'Alzheimer. Mais justement pas. Vous savez que vous êtes 4, donc on va vous expliquer comment ne pas le développer. Voilà, c'est l'inverse, hein. Donc c'est tout à Exactement. fait C'est juste pour nul. prouver que ce n'est pas une fatalité. C'est Voilà, mais ça exactement ne ça. l'est pas. Ça ne l'est pas. Voilà, la génétique. Alors, vous savez, en France, on a interdit la créatine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais vous êtes trop jeune. On a interdit la créatine. Les rugbymen prenaient beaucoup de créatine et on a interdit la créatine parce que c'était dopant. L'ennui, c'est que la créatine est un des constituants les plus précieux et notamment très abondants dans la viande rouge. Donc, qu'on interdise la viande rouge, vous voyez, c'est tous des trucs. Alors, on a interdit l'huile de lin parce qu'elle elle était périssable. Écoutez, il faut mettre dans des bouteilles Ouais, scellées, pas la mettre avec une bouteille sombre pour ne pas que la lumière oxyde ce qui est à l'intérieur. ouais. Et une fois que la bouteille est ouverte, ben, il ne faut pas la laisser traîner à air ambiant. Bon, eh bien, on avait interdit l'huile de lin. Bon, on est revenu là-dessus, hein. Bon, on reviendra sur les interdictions des génotypes parce que ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà, on respecte les règlements. En France, on ne le fait pas. Vous le faites à l'étranger. Ou alors, vous décidez, votre médecin, à quand même vous le faire parce qu'il y a moyen de dire, ben, surtout quand il y a des pathologies auto-immunes, et ça, vous savez, bon, moi j'ai quand même une maladie où ma famille proche a une maladie, Mm. ça serait quand même intéressant pour manger de manière optimale, de façon à soit soigner cette pathologie, soit la prévenir, etc. Bah, de par mon expérience, c'est vrai que j'ai vu quand même tout ce qui est MTHFR, tout ce qui est bah, HLA, notamment HLA-B27 ou Oui, mais HLA. ça, c'est l'HLA, donc c'est pas un génotype, hein. Human leukocyte antigène, c'est une variation génétique, hein, qui n'est ni une maladie génétique ni un génotype, c'est une troisième piste un peu Ah, c'est intermédiaire. intéressant. Parce que quand on Très, parle de très connue HLA-B27, d'HLA-B27. Vous êtes HLA-B27 positif, vous? ouais, oui. Mais donc ça relève de la médecine générale. Je pense que c'est intéressant parce que vous pouvez très bien avoir une spondylarthrite ankylosante sans être HLA-B27 positif, mais la majorité le sont. Je crois que les positifs sont quand même plus difficiles à traiter, à soulager. Enfin, c'est une information. Mais pourquoi est-ce qu'on peut savoir si on est B27 positif et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir si on est la POE 3 ou 4 ou 2? Bien sûr. Mais notamment, on a une question à ce sujet de Marc qui nous demande, dans le cas de la spondylarthrite, donc si l'on considère la composante génétique, il y aurait donc un gène qui est amené par le père, enfin, je pense qu'il veut dire allèle amené par le père et l'autre par la mère, qui vont contribuer à l'apparition de la maladie, ou en tout cas qui vont contribuer donc à ce gène qui va être présent, notamment le HLA-B27. Sait-on si il y a des composantes récessives et ou dominantes? Par exemple, lorsque l'on observe aussi la présence de la maladie seulement du côté de la mère, mais pas du père. Mais l'HLA, donc l'HLA, ce n'est pas le modèle des polymorphismes que j'ai décrit, encore moins celui du nombre de copies, comme pour l'amylase. Les polymorphismes, c'est des SNP, Nucleotide Polymorphism, SNP, on met un I pour que ce soit prononçable, ce sont des SNP. Pour l'amylase, c'est des CNIF, c'est des copy number variant, qui se comprend, hein, c'est le nombre variable de copies. Les HLA, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas régulé par cette logique, hein, une copie paternelle, une copie maternelle. On est HLA B27, donc là, on dit HLA-B27 positif, mais on est HLA-B27 ou on ne l'est pas. Bon, alors je crois qu'il y a forcément une hérédité là derrière, mais ça ne correspond pas au modèle que j'ai décrit. C'est tout à fait autre chose. Donc, D'accord. ne mélangeons pas les deux sujets. Et Ok. alors, l'HLA-B27, c'est spécifique de la spondylarthrite ankylosante. Et bon, moi, je me suis jamais beaucoup intéressé aux HLA. Bon, il y en a qui s'y intéressent, remarquez, hein. Bon, je respecte ça. Bah, Chacun, notamment le évidemment. gluten. Oui, oui, mais de nouveau, le gluten, vous savez, quand vous êtes DQ2, DQ8, c'est 40% de la population. Ça vous fait une belle jambe de vous dire que vous êtes dans les 40% qui pourraient avoir la maladie cœliaque. Bon, alors en plus, il y a des exceptions. Donc, il y en a qui sont ni HLA-DQ8 ni HLA-DQ8 qui sont quand même cœliaques.
Et Ouais. puis les cœliaques, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et puis il y a, je sais pas moi, 20 fois plus de non-cœliaques qui ont quand Exact. même des réactions immunitaires et une augmentation de la perméabilité intestinale avec le gluten. Donc, vous voyez, je m'intéresse, j'ai pas vraiment beaucoup besoin des HLA dans ma pratique Hmm. parce que vous pouvez très bien avoir donc une spondylarthrite ankylosante, qu'elle soit HLA-B27 ou pas, les deux existent, mais que vous allez améliorer en restaurant une perméabilité intestinale correcte, c'est-à-dire en diminuant la porosité de la muqueuse intestinale. Et Mhm. comment est-ce qu'on va y arriver? Ben, on va enlever le gluten, 100% des cas. Alors moi, celui qui discute, hein, demi-tour de... Ah oui, Merci. dans un domaine pour des maladies auto-immunes, celui qui ne veut pas enlever le gluten, qui commence à faire sa petite mijaurée. Ah oui, mais vous savez, moi, dehors, dehors, mais je me fâche dehors. Vous m'imaginez un peu fâché? Dehors. Vous voulez pas enlever le gluten? Alors, qu'il faille du temps, qu'il faille des explications pour Ouais. bien remplacer, pas remplacer, parce que bon, le gag à Londres, c'était chouette, c'est déjà parfois. Ah oui, bah, pas de gluten, mais c'est bien, je vais pouvoir manger des gluten-free cupcakes. Vous savez, les Voilà. cupcakes, le petit truc, vous connaissez, hein, Laura? C'est l'horreur. Parce que, bon, c'est immonde, c'est des farines, riz, de maïs, des trucs atroces, des index glycémiques plus sucrés que le sucre, etc. Et des cupcakes à 4 heures, enfin bon, bref. Mais donc, pas de gluten, on y est, on continue. Pas de gluten, ça ne se discute pas, c'est pas diminuer, c'est enlever. Il faut le temps, compliqué, tout ça est d'accord, mais il faut arriver à l'enlever 100%. Très attention à la pipérine, donc tous les poivres qui appartiennent à la famille piper, il y en Mhm. a toute une collection. Il y en a une spécialiste de poivre ici avec nous, hein, attention, hein. Et alors justement, en tout cas à Madagascar, mais je crois qu'à La Réunion, ça doit pouvoir se trouver aussi, il y a des poivres, le fameux poivre rose qui n'est pas de la famille piper, qui ne contient donc pas ou peu, très peu, c'est négligeable, de pipérine. Mais le poivre noir, le poivre vert, le poivre blanc, c'est tout des pipères, trucs mûches. Ouais. Niet. Et donc faire attention du coup au curcuma parce que beaucoup de complémentation de curcumine est alliée à la piperine. Ah oui, mais pourquoi? Pour percer la paroi intestinale pour que la curcumine rentre. Exactement. Donc il y a des formes qui Très sont bien très bien pour bénéficier de la curcumine, mais vous vous ah, retrouvez avec l'intestin poreux. Je ne sais pas si c'est gagnant. Non, ça, c'est proscrit. ouais, Hein. Il y a d'autres manières de faire, d'améliorer la biodisponibilité de la curcumine sans ouais, aller perforer l'intestin. sous forme Et puis liposomale. alors, troisième et dernier, enfin, bon, je dirais que ce qui met la muqueuse buccale et linguale en feu, c'est probablement pas une grande idée pour respecter une muqueuse intestinale qui souffre, ok? Mais la quintessence du truc, c'est évidemment la pipérine et puis l'alcool en excès. Ouais. L'alcool en excès augmente la perméabilité intestinale. Pour les auto-immuns, je tolère une unité par jour, un poil plus chez les hommes, un poil moins chez les femmes, parce que les femmes ont quand même plus de mal avec tout ce qui est alcoolisé. Enfin bon, je ne sais pas si c'est peut-être même pas pour le foie, oui, peut-être que pour la perméabilité. Bref, une unité d'alcool par jour. Au-delà, c'est pas génial comme idée pour la perméabilité intestinale. Mais le pire du pire du pire, c'est le gluten. Oui. Et attention, hein, alors on me dit, ah oui, mais ok, mais alors je vais pouvoir manger du petit épeautre. Non, il y a du gluten dans le petit épeautre, qu'on arrête avec ce truc. Hein. C'est une pure fantaisie, qu'il y en ait moins. Mais le problème avec le gluten, c'est pas moins, c'est oui ou non. Oui. Mm. Nous, on débat, on va un petit peu plus loin même avec ça, et donc je suis contente que vous l'abordiez parce que c'est vrai que c'est difficile parfois, surtout dans la culture française, où on a notre pain, notre croissant, c'est difficile de mettre de côté le gluten, mais malheureusement, c'est même pas que le gluten du blé, et qu'en réalité, le gluten, la gliadine, qui est la version Mm. du gluten qui est dans le blé ou les blés C'est anciens, la molécule délétère. La gliadine augmente la perméabilité intestinale. mais Et elle quand on est l'augmente chez tout le monde. Elle l'augmente exact, chez tout le monde. Il n'y a exactement, pas besoin d'être allergique, il n'y a pas besoin d'être cœliaque, il n'y a pas besoin d'être allergique à la gliadine. voilà. Alors, ce qui est intéressant de doser, c'est les immunoglobulines G, mais surtout A, antigliadine,
Oui, Et quand ça commence à monter vers ce qu'on va pouvoir étiqueter comme une sérologie cœliaque positive, il n'y a pas besoin d'arriver au seuil sérologique cœliaque positive, hein. Dès ouais, que vous êtes sur cette pente ascendante, moi je tolère le bas de la pente, puis quand on monte sur la pente, c'est déjà niet. ouais. Et alors de toute façon, s'il y a de l'auto-immunité, il n'y a même pas besoin de faire le test. Je ne veux même pas entendre parler du test. Ceci dit, vous pouvez faire le test parce que vous allez voir ces IgA antigliadines, au fur et à mesure que vous êtes abstinent vis-à-vis du gluten, qui diminuent. Alors justement, j'ai une question à vous poser parce que donc moi je fais ce test via un prélèvement de sel et c'est un prélèvement anglais. J'ai été formée aux US. Quand on regarde les antigliadines, les IgG antigliadines, on va regarder aussi les IgG sécrétoires, ça se dit? C'est sécrété Les IgA sécrétoires totales, oui. à sécrétoire. Ok, voilà. Et donc, IgA est sécrétoire, oui. sécrétoire. Et donc c'est vrai que c'est délicat, il faut savoir quand même l'interpréter parce que quand les IgA sécrétoires sont chroniquement bas, ce qui peut être très courant en cas de prolifération de bactéries, de dysbiose, de pathogènes ou juste de maladies auto-immunes de base, ça va être très bas, donc ce qui va forcément ramener les IgA antigliadines très bas aussi. Donc ce chiffre Oui, va donc pas c'est être correct. faux négatif. C'est un faux négatif. Exactement. Donc pour moi, de faire ce test, ok, pourquoi pas, mais ça nous permet pas de justifier le fait qu'on peut manger du gluten si Non. les De toute IgA façon, antigliadines sont bas. non, non, mais là, vous me branchez très fort parce que, s'il y a un problème auto-immun, il n'y a pas besoin de test. Ouais. Alors, on Mm. peut faire un test pour montrer les progrès. Ça encourage les gens. Regardez, ça part de là, c'est mauvais. On va améliorer. Peut-être qu'un jour, on pourra réouvrir les robinets du gluten. Mhm. Bon, si on a un passé auto-immun, je ne serais pas très enthousiaste. Mais enfin, tout est possible. Il y a des cas de toutes sortes. Mais donc ça, c'est déjà, si vous voulez, un principe fondamental. Maintenant, évidemment, moi, avant d'enlever quelque chose, c'est du belge, ça, non? Je suis belge. Et j'aime bien de pouvoir quand même étayer ça avec un élément dans mes tests et aussi pour comparer avant-après. Et donc, moi, je ne fais pas dans les selles parce que, bon, il y a encore plus de distorsions possibles au niveau des selles. Vous les avez expliquées très bien. Je le fais au niveau sanguin, donc je fais l'IgA antigliadine sérique, Sanguin. IgA Sanguin. antigliadine, très très facile à faire. Je pense que tous les labos font ça, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas très coûteux. Mm. Et comme vous dites très bien, toujours derrière ça, faire les IgA total. Ouais. IgA ou IgA total. IgA antigliadine. Parce que vous avez beaucoup de gens qui ont peu d'IgA et alors votre lecture d'IgA antigliadine, comme dans les selles, n'est pas fiable. Mhm. Alors vous avez de rares personnes qui n'ont pas d'IgA du tout. Et il n'y a pas besoin d'en avoir zéro. Il y a tous ceux qui en ont trop peu. Alors ce qui est tout à fait fondamentale. Là, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube spécifique avec ça, ces fameuses immunoglobulines A, IgA. Mais pour vous, c'est un test en or parce que quand les IgA totales, on va parler des totales ici, hein, les IgA totales sont basses, le risque de maladie auto-immune est nettement plus élevé. Mhm. Bah, parce que Exactement comme, et là c'est un cinquième génotype dont on n'a pas encore parlé, quand on a un génotype FUT2, FUT2, fucosyltransférase 2, euh, inopérant, c'est-à-dire on appelle ça non sécréteur, hein. Donc bref, qu'on n'a pas la capacité d'amener du fucose pour protéger la muqueuse intestinale, le risque de maladie auto-immune explose. voilà. Parce qu'on Ça, a c'est moins de muc. allé voir très vite parce que je ne dis pas qu'on va faire des miracles en rendant du fucose en poudre, du fucosyl lactose, mais on a quand même des améliorations spectaculaires chez pas mal de gens au niveau de la santé intestinale et c'est bien ça le sujet. Mais donc, tous ceux qui ont un FUT2 euh, hors service avec deux mauvaises copies, une de chaque parent. Si on a une bonne copie, on est sauvé, mais deux copies qui sont foireuses, on va dire ça comme ça, hein, pour un peu être clair, eh bien, risque de maladie auto-immune.
Et si on manque d'immunoglobuline A, risque de maladie auto-immune. Et a fortiori, on voit les deux. Et là, vous êtes sur un volcan. Il y en a pas mal là du côté de chez Anaïs d'ailleurs. Vous êtes assis sur un volcan, hein. Ouais. Ça, là, vous avez déjà ça. Vous ne mangez pas de gluten parce que vous cherchez des problèmes. Vous voyez, on peut faire de la prévention des maladies auto-immunes. C'est ça qui est magique. Ou alors, il y a un membre dans la famille, on est alerté, on se dit, tiens, est-ce que les autres membres ont la même prédisposition génétique? Parce que Ouais. les IgA, c'est génétique. On est avec peu d'IgA, on ne va jamais corriger ça. En Et fait, alors, vous mettre quand même la cerise sur le gâteau, ouais. autant que vous puissiez manger tout ça. Si au contraire vous dosez les IGA et que vous êtes dans le haut des normes, voire un peu au-dessus des normes, et plus vous êtes haut, pire c'est, Oui, là, mon cas. je dirais qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait même une maladie auto-immune en cours, Ouais. ou comme ça un peu silencieuse, voire floride. Donc, si vous voulez, les IGA, il n'y a que les valeurs centrales qui soient rassurantes. Si c'est très haut, il y a peut-être déjà le feu au lac. Et Mhm. si c'est très bas, faites gaffe et virez-moi ce gluten. Alors, Ouais. celui qui me dit, ah oui, mais le matin, moi, mes croissants, Mm. Mais j'aime pas beaucoup pas- que vous abordiez ce sujet. Et oui, en fait, moi, c'était vraiment le cas classique. Quand j'étais malade, j'avais des IgA qui étaient à plus de 6 000. Le laboratoire ne mesurait pas au-dessus de 6 000. ah Donc, oui, moi, j'étais juste à la plus que flambe, 6 000. la Euh, flambe. et puis c'est vrai que je vois de tous les cas, de extrêmement bas à moins de 40 et extrêmement élevé à plus de 5 000 ou Voilà. plus de 6 000. Et c'est C'est vrai que, presque une gaussienne inversée. Vous voyez, les ouais, courbes de Gauss, c'est les cloches. Et alors, dans l'auto-immunité vis-à-vis des IgA, vous avez des deux côtés plein de cas, comme on vient de l'expliquer. ouais, Et alors, c'est intéressant de suivre les IgA. Moi, je vois les IgA totales quand elles sont hautes, qui baissent quand on enlève le gluten, mm, et aussi très efficaces qui baissent quand on enlève les autres céréales. Parce que moi, quand merci. dans les auto-immunités un peu Laura, tu es compliquées. contente, je pense. J'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais on a. J'enlève le gluten. Par exemple, Hashimoto, j'enlève le gluten, les auto-anticorps devraient descendre, ils ne descendent pas, ou ils ne descendent pas assez, décevant, etc. Moi, je dis, vous m'enlevez toutes les céréales. Mm, Et alors, ça descend. mm, Les mm. céréales, si vous voulez, je ne parle pas des pseudo-céréales, parce que le quinoa et le sarrasin, ce sont quand même pas c'est pas des céréales, ce sont des graines, pas des céréales, des pseudo-céréales. Mais Ouais, les vraies céréales, donc blé, épeautre, seigle, orge, camoute, je crois que c'est celle-là. Avoine, c'est un peu à part. Enfin, c'est une céréale, mais c'est pas à gluten. Bon, tout ça, évidemment, ça part avec le gluten. Et puis alors, ben, c'est toujours la même chose, riz, maïs, bon, toutes ces farines de riz, maïs dans les produits sans gluten, ouais, hein, c'est un cataclysme. Et donc, parce que les index glycémiques sont atroces, et puis les gens commencent à développer des réactions immunitaires au riz ou au maïs parce qu'ils en mangent trop, parce que si vous voulez, sur ces terrains-là, les autres céréales sont quand même aussi allergisantes. Vous voyez, donc, non, il faut remplacer par des légumes et des trucs, il faut surtout pas. Alors, ouais, il y a des gens chez qui on enlève le gluten, chez qui, de toute façon, il faut vachement réduire les glucides. Donc, chez ceux-là, vous ne remplacez pas le gluten par d'autres glucides. Vous remplacez le gluten par du guacamole, du jus d'avocat. Je suis certain qu'Anaïs est fan de jus d'avocat parce que ça, je ne quand connaissais c'est fait là, sur place, c'est extraordinaire. pas. Ou par, bon, voilà, des graisses animales, etc., selon les cas, les goûts et les religions, si je peux dire. Mais Ouais. donc, Permet le de remplacement du rajouter. gluten, c'est un gros problème à vous à gérer avec vos patients, mais ça ne se négocie pas. Il faut y arriver. Et bon, Ouais, il faut collaborer. J'ai l'air de dire que je jette les gens dehors. Bon, moi, je ne fais pas ça, mais je les mets sous pression. Je dis, écoutez, ça ne sert à rien de revenir me voir dans 4 mois si vous mangez toujours du gluten. Ou alors, bon, au moins, il fait de gros efforts et qu'on voit pourquoi vous n'y arrivez pas et tout ça. Je veux bien collaborer, mais in fine, ce n'est pas négociable.
Ouais, non, mais je suis vraiment contente que vous parliez de ça. Et je me permets de rajouter, il y a un ouvrage qui est pas mal là-dessus qui s'appelle No Grain, No Pain. Alors, malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, c'est par Dr. Peter Osborne. Et donc, lui, il a toute une explication, en fait, de cette catégorie de gluten qui, en fait, qui fait partie de la catégorie des lectines, plus précisément des Oui, ben oui. protéines. Et donc le gluten du blé, qui est la gliadine, en réalité, il y a du gluten dans toutes les céréales. Et donc lui, son approche, et c'est l'approche de l'AIP aussi, c'est en fait d'éliminer toutes les céréales parce qu'en réalité, il y a ces prolamines, donc cette catégorie Ben de oui. gluten. Ordéine dans l'orge, Voilà, citadine dans le seigle, avénine dans l'avoine, même exactement. l'avénine. Alors, l'avénine a un peu meilleure réputation, mais ça peut quand même poser des problèmes. Donc, je crois qu'il vaut mieux. Bon, là, dans les maladies auto-immunes, si vous avez une bonne, comment dire, une bonne stratégie pour aider les gens à virer toutes ces céréales, ben, évidemment, ça, c'est très intéressant. Ouais, disons que c'est l'idéal dans un premier temps pour vraiment faire le calme, retirer tous les stimuli et puis permettre à la paroi intestinale de se régénérer. Et je suis contente que vous ayez parlé du FUT2 parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on en parle de plus en plus. Oui, Et, oui, un et gros truc. En maladie auto-immune, c'est un gros truc. Je vais voilà. vous conter une anecdote avec ça dont je suis très fier. Et Ouais. d'ailleurs, je suis vraiment encensé depuis en Islande. J'ai plein de patients islandais qui sont des modèles de santé, de sport, ils vont changer la loi d'ailleurs en Islande. Ils vont mettre l'âge de la retraite à 70 ans. Pour le moment, c'est 67. Eh bien, OK. Ou- Bon, mais enfin, le fait est qu'effectivement, ils sont en bonne santé à 67, donc je dis, bon, on peut tirer dessus jusqu'à 70. Mais oui, ils vivent vieux. Ce que vous voulez que je dise, il faut quand même bien que quelqu'un paye la pension de ceux qui ont 90 ans. Bon, bref. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que il y a une patiente qui fait tâche, qui fait exception, la pauvre. Elle a une maladie de Sjögren, mais vraiment une version très sévère, très forte. Jeune mm. femme, euh, très sportive, très, très belle, très fière de son apparence, etc., ce qui est très bien, qui a trois enfants. Bon, il ne travaille pas, son mari travaille pour les deux, mais bon, bref. Et qui a une version terrible de la maladie de Sjögren, qui donc est soignée par son interniste, son rhumatologue, mais ça n'allait pas, et donc elle est venue demander mon aide parce que je soignais plein de gens autour d'elle, et elle fait, c'est la seule malade, les autres veulent être en forme, elle veut simplement ne pas être malade. Et alors, la première fois que je l'ai vue, mais ça fait des années, hein, je la vois 2 fois par an, elle est très, très fidèle et elle est en rémission totale, mais elle a besoin des deux traitements, du conventionnel et du mien. S'il y en a un des deux qui est arrêté, elle rechute. C'est comme ça. Et c'était un gros cas, hein. Et alors, la première fois que je la vois à Londres, je me vois encore lui dire, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de Sjögren qui n'ont pas ce FUT2. Et je vous parle d'il y a 6 ans. À l'époque, on jouait avec le FUT2, mais ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Je dis, il faut absolument qu'on teste ça, parce qu'à l'époque, je ne le testais pas pas du tout systématiquement. Mhm. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de FUT2. Évidemment, elle n'a pas de FUT2. Oui. Alors là, c'est comme si j'avais lu dans les astres. Mais bon, c'est bien la preuve, hein, que. Alors, Ah ceux oui. qui n'ont pas de FUT2 compétences sont plus souvent constipés aussi. La constipation, c'est l'horreur pour l'intestin. Être Mhm. constipé, c'est inacceptable pour l'intestin. Ce qui nous renvoie à la thyroïde. Prenez rendez-vous avec Anaïs, nom d'un chien, nom d'un Goliath. Mais oui, Recyclage. Ouais. votre thyroïde est constipée, mais oui, mais alors on vous dit, oui, il faut prendre des fibres. Ben, je ne sais pas, moi, il y en a qui sont encore plus constipés avec les fibres. Il faut quand Mhm. même être certain que votre thyroïde va bien. Et si votre thyroïde va bien en apparence, mais que vous êtes dans les 13% de DIO2 ancestral, il faut peut-être quand même un tout petit peu tenir compte de cette mauvaise conversion, soit par l'alimentation, soit en donnant un tout petit peu de T3 sans ordonnance, et éviter que les gens soient constipés. Vous ne pouvez pas guérir une maladie auto-immune et être constipé, c'est antinomique. Mhm. Et sur ce, vous faites des prélèvements de sel pour regarder le microbiote dans ces cas-là? Ben, j'utilise plus souvent les métabolites organiques urinaires Ah parce que oui. c'est un examen d'urine qui, moi, me suffit. J'utilise énormément la berbérine pour assainir le microbiote qui a l'avantage d'être
antifongique, antibactérien, antiparasitaire, anti-tout, hein. En plus intéressant sur le plan métabolique. Euh, Mm. Ça Ok. fait diminuer la glycémie, l'insuline, les triglycérides, le cholestérol, l'HbA1c et quelques autres trucs qu'on ne veut pas. En plus, c'est antioxydant, anti-cancer et anti encore d'autres trucs. Donc moi, j'utilise beaucoup la berbère. Si vous voulez, euh, j'ai recours à des examens plus sophistiqués au niveau des selles ou même les métabolites organiques urinaires que je ne teste pas d'entrée de jeu. J'essaie d'abord d'établir une diète qui colle plus ou moins avec, je dirais, la réalité de la personne, hein. Mm. ADN, mais pas que, hein, parce qu'évidemment, les tests métaboliques, les marqueurs métaboliques classiques, mais ont tout leur rôle. Il faut votre glycémie à jeun, votre insuline à jeun, votre hémoglobine glycosylée HbA1c très important, parce que ça ne peut pas grimper, sinon, bon, il y a plein de problèmes, a fortiori chez les ApoE4, mais chez les autres aussi, de mémoire, etc., de caramélisation du cerveau et du reste. Mhm. Euh, et puis alors, les triglycérides, le cholestérol, le profil d'acide gras, et avec les génotypes, ben voilà, là on a tous les éléments, plus éventuellement des réactions IgG, hein, qu'on peut faire aussi, qui sont quand même parfois intéressantes, parce que euh, on a fait le tour, et puis bouf, on tombe sur des IgG contre l'œuf très élevés, ben bon, il va falloir mettre de côté l'œuf. Ce qui est intéressant avec les IgG, c'est que ça peut se récupérer. En général, quand on a des IgG très élevés, on enlève le gluten et les IgG redescendent. Oui. Mais on va toujours tomber sur la personne qui a une réaction IgG monstrueuse vis-à-vis de quelque chose de bien précis. Et si on ne le sait pas, on peut rater le cas. Mais Ouais. c'est rare. C'est pas par où il faut commencer si on a un budget limité. Bon, si on a un bon budget, qu'on dit, écoutez, moi, j'en ai marre, je veux vraiment faire le point, c'est quelque chose que je veux guérir, je me passe de vacances cette année, je me soigne. Bon, hein. Mhm. Ouais, Alors, bien sûr, faut celui qui toujours ne de sait budget. même pas partir en vacances, ben, c'est clair que bon, il est à la Sécu. Il faut qu'il séduise son médecin traitant pour qu'il lui fasse quand même un peu plus de tests et avancer dans le Ouais. schmilblick. Mais d'où l'importance de se faire suivre par un professionnel comme vous, parce que on peut se lancer dans tout un tas de tests, notamment les IgG dont vous parlez. C'est quand même coûteux, ça peut coûter dans les 200 euros. Si on On ne fait que ça, si on ne fait que ça et qu'on veut n'a régler sa aucun tête avec intérêt. ça, non, Voilà. ça n'a pas d'intérêt. Non, en plus, j'en fais jamais 200, moi j'en fais quelques-uns. Ouais. Maximum 25 quand on peut se permettre. J'ai un budget pour Et donc 10, 60 voire euros. 6. Si j'en ai un budget pour 6, j'en fais 6. Ouais. Je vais aller chercher l'œuf, la caséine, la bêta-lactoglobuline, le riz au cas où les gens sont déjà partis dans des pour le blé, c'est même pas intéressant. Il vaut mieux aller chercher. De toute façon, soyons clairs, hein, ça sert à rien non plus de tester des trucs si vous avez un budget limité qui de toute façon vont être mis dehors. Bon, soyons logiques. On part du budget, hein. Moi, j'ai la chance, évidemment, de par ma priorité et aussi d'avoir travaillé 20 ans à côté de la City, au centre de Londres, au Central London Medical Center, bon, qui est qui était, parce que maintenant c'est Dubaï, mais qui était la quintessence du luxe et des coûts, les coûts aussi des locaux, etc. Tout était à l'avenant. Donc là, j'ai attiré des gens qui ont les moyens, ce qui m'a permis de bien tester, de bien comprendre. J'ai pu tester chez les gens à qui ça faisait. Vous savez, moi, les gens me disaient, oh, vous me testez tout, hein. Je dis, oui, mais j'ai fait ça la première fois, on a tout. Non, 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 mais moi, vous me testez tout. Bon, c'est intéressant parce qu'on on ne ferait pas ça avec tout le monde, mais j'ai beaucoup appris parce que pour eux, plus on testait, mieux c'était. Je vous parle de gens pour qui les tests, bon, voilà, qu'on ne sait même pas si les billets correspondants tombent de leur poche, ils ne se penchent pas pour les ramasser. C'est ça la réalité, évidemment, de ces grands centres financiers. Mais j'ai appris. Mais attention, moi, j'aimais bien mes patients des Shetland qui, oui, on a été chez un éleveur de moutons au milieu de nulle part dans les Shetland avec Goliath, qui a couru après les béliers, que même c'était vraiment dangereux. Pas Et peur. puis on s'est bouffé un agneau, hein, parce que c'est un éleveur d'agneaux. Donc, bon, voilà, on a mangé un agneau tout frais. Je peux vous dire que l'agneau, ça partait beaucoup en dessous de la table.
il y avait une forte demande à mes pieds d'agneau qui était délicieux, évidemment. Bon, de nouveau, ça ne va pas plaire aux végétariens. Bon, passons. Bon, on a peu de végétariens qui nous suivent. Parce que Oui, mais enfin, justement, on bon, fait moi, je beaucoup de respecte tout le tests. monde. Un végétarien, bon, ben, moi, j'ai des problèmes avec les véganes. Moi, je ne comprends pas les véganes, je vous avoue. Je ne pense pas que pour l'auto-immunité, que ce soit même envisageable, parce que je pense que c'est une catastrophe pour l'intestin, mais on ne va pas polémiquer trop. Mais les végétariens, il y a tout à fait moyen de s'en sortir. Il faut voir au cas par cas. Le problème des végétariens, souvent, c'est qu'ils vont souvent manger énormément de laitage, enfin les lacto-végétariens, hein, s'entend, et donc ils risquent plus de développer des allergies, parce que plus les aliments sont répétés, plus des risques de développer des allergies. Enfin, il y a aussi les œufs hein, qui peuvent les tirer d'affaire. Et puis parfois, bon, ben, je négocie un peu. Les gens qui ne veulent pas manger de viande, j'ai jamais aucun problème avec ça, parce que bon, on remplace facilement. Mais plus on enlève évidemment des groupes de protéines animales, il y a deux problèmes. C'est qu'on enlève, quand on enlève des protéines, on enlève des graisses. Parce que les graisses et les protéines sont toujours attachées ensemble. Du côté animal, œufs, laitage, viande, poisson, fruits de mer, il y a toujours des graisses et des protéines, que je sache. Alors, vous allez me dire, dans le blanc de poulet, il n'y a que des protéines. Bon, ok. Dans le blanc d'œuf aussi, mais dans le jaune d'œuf, vous avez les graisses. Et donc, du côté végétal, ben, c'est un peu la même chose. L'exception, ce sont les légumineuses, où il y a des protéines, il y a pas spécialement de graisse, sauf si on met des sauces grasses, comme dans pas mal de plats, comme le houmous, par exemple, et d'autres. Mais bon, que ce soit des graines, que ce soit enfin, les oléagineux au sens large, l'avocat, les olives, il y a des graisses et des protéines. Donc, quand vous enlevez trop de protéines animales, vous perdez beaucoup de graisse. Et si vous avez des génotypes qui vous obligent à manger fort gras, vous allez avoir du mal à trouver des sources alimentaires qui satisfassent vos génotypes. Mais bon, il y a toujours moyen, évidemment, de jouer. Celui qui veut absolument être du côté cétogène et qui s'aperçoit qu'il est ApoE4, ça ne condamne pas nécessairement le cétogène, mais il faut un cétogène revisité où il y a beaucoup de graisses végétales et où on vire des graisses saturées, pleines de cholestérol, et on finit quand même par trouver une diète. Enfin, Bonne voilà, il y a toujours une solution pour tous les cas, mais la solution. règle d'or, c'est de personnaliser. Ouais, c'est ça. La règle d'or, c'est de personnaliser. Et sur ce, on est vraiment très heureuse d'avoir eu 1 heure et demie de votre temps. Donc, merci. Et je sens Avec qu'on aurait plaisir. encore parlé pendant des heures. Euh, Oui, ben, forcément. la langue On me parle brûle. d'alimentation. Ouais, c'est ça. Mais la langue me brûle de questions et je sais qu'il y avait des questions un petit peu dans le chat qu'on a essayé de répondre un petit peu dans le chat. Mais ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, de toute façon, envoyez-les-nous par mail pour tout le monde. Et puis, ceux qu'on peut répondre, on répond. Ceux qu'on n'arrive pas à répondre, si, Georges, vous Bon, voulez bien, je oui, je veux peux les bien, je veux bien. transmettre. Bon, oui, ça, je fais toujours C'est le sympa. service après-vente. Voilà, le J'ai SAV. essayé, ça a pu paraître un peu pas bien structuré. Bon, je crois que c'est déjà un peu mon problème en général quand je fais des podcasts, mais j'ai quand même essayé d'aller mettre mon doigt sur plein de trucs et je crois qu'il y a un certain nombre de ces aspects qui disent, ah mince, j'ai jamais vraiment pensé à ça, je dois indaguer. Moi, j'aime bien les termes vintage, je dois indaguer dans cette direction-là à laquelle je n'avais pas pensé. Si on a pu apporter ça à certains, on n'a pas perdu notre soirée. Honnêtement, on a couvert beaucoup de sujets et je pense que ça a été très très riche en nouvelles connaissances pour la plupart des gens. Donc vraiment merci et de rentrer dans les détails parce que c'est génial de comprendre. On a beau nous donner des informations, si on ne comprend pas, on les intègre pas. Oui. Donc c'est hyper important. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Et beaucoup. on espère rester en contact avec vous, Georges. Mais oui, parce que nous faisons le même métier, en fait, hein. Ouais, relativement, peut-être pas au même niveau, mais, mais disons qu'on s'inspire de vous. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on est très C'est- heureux.
vous serez encore en train de le faire quand je n'y serai plus, J'espère, a priori. je l'espère. Et puis On peut-être qu'on pourra continuera. aller se boire un café à ce moment-là. Bah non, pas de café, Non, pas de café. une tisane. Pas On de- est à l'hibiscus. pas de- Non, Bon, c'était eh bien, hyper bonne soirée. intéressant Merci et voilà, de m'avoir donné l'occasion de déployer cette tribune pour lutter contre l'auto-immunité. Voilà, exactement. merci beaucoup. Et merci à tout le monde aussi dans le chat pour vos questions. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir Au tout le monde. Salut. Bonne soirée, au revoir.